Allez, bienvenue dans cette seconde partie où on va parler des effets de la chaleur sur l'organisme et quelles sont les conséquences pour les organisateurs d'événements. C'est Stéphane qui est médecin de l'équipe de France de trail et Pascal qui est assureur pour AssureConnect qui répondent à toutes nos questions. Quels sont les enjeux des organisateurs? À quoi est-ce qu'ils doivent faire face? Quelles sont les nouveautés qui n'étaient pas présentes il y a quelques années encore et que les organisateurs doivent vraiment prendre en compte pour assurer leurs événements et surtout prendre soin de leurs coureurs? Quels sont les signes que vous devez vraiment être sur lesquels vous devez être vigilant pour éviter de taper un coup de chaud et vraiment mettre en danger votre santé? C'est toutes ces questions-là auxquelles vous allez pouvoir avoir les réponses dans ce nouvel épisode de l'Instinct Outdoor et c'est un replay de Et si on parlait trail diffusé en live le 28 juin. J'espère que vous avez écouté la première partie avec Benyat qui va aussi nous partager dans cet épisode les petites anecdotes qu'il a pu rencontrer justement avec la chaleur. Et donc dans la première partie vous aviez aussi Blandine Lirondet qui nous a partagé son histoire et sa vie de traileuse élite. Donc je vous recommande aussi d'aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, c'est parti. Non, moi ça va, j'aime bien le chaud, ouais. Je préfère l'Afrique que l'Antarctique. Ça va faire une belle citation. Mais non, mais je vais couper la portion, tu vas voir. non, mais je préfère la chaleur que le froid, moi, évidemment. Même si dans les deux cas de figure, quand tu es en pleine compétition, c'est très dangereux parce que la chaleur est dévastatrice, mais le froid, c'est impardonnable. La moindre erreur quand il fait froid, la moindre petite erreur, dans les deux cas de figure. Après, c'est une question d'organisme, d'adaptation. Bon, moi, je suis plus résistant à la chaleur qu'au froid. Et toi, Blandine, comment tu vis ça ? Mais moi, effectivement, d'un point de vue personnel, j'aimerais quand même que je m'adaptais, j'avais une très bonne résistance à la chaleur, que c'est vrai que les courses sous la chaleur, non seulement j'aime ressentir vraiment la chaleur, transpirer. Enfin, c'est même voilà, c'est quelque chose c'est un ressenti assez agréable, bizarrement, et effectivement, ça joue beaucoup en ma faveur. Par exemple, au championnat du monde en Thaïlande, il faisait chaud et humide, mais moi, j'ai absolument pas souffert, et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à faire une belle fin de course, parce que voilà, bah, ça m'a pas du tout embêté. Et à contrario, c'est vrai que l'hiver, quand il fait froid, je puise beaucoup d'énergie, et c'est rigolo parce que j'ai jamais fait d'hypoglycémie de ma vie, et j'en ai fait une sur un entraînement. On était au Cantal en stage d'entraînement. Il faisait cette année là, il faisait très très froid. Et pourtant, on partait faire pas une grande sortie, et il faisait très froid. On avait, le temps du Cantal, comme Stéphane peut connaître aussi, arrivé au niveau du Puy-Marie avec un vent et de la grêle qui nous arrive de façon horizontale. Et là, j'ai vraiment beaucoup souffert en fait de la dépense énergétique liée au froid quand j'ai dû me réchauffer. Et pareil, quand j'ai fait la CCC, on est passé au Grand Col Ferré, il a fait très froid, et par derrière, j'ai refait je pense une hypoglycémie aussi. Et voilà, donc c'est vrai que moi je dépense énormément d'énergie dans le froid. Après, il faut que je me connaisse et je pense du coup augmenter les apports à ce niveau-là quand il fait froid. Mais par contre, j'ai une très bonne résistance à la chaleur. Mais c'est intéressant comme sujet parce que je me suis énormément renseignée au vu des championnats du monde qui étaient en Thaïlande avec la chaleur et l'humidité. Puis je pense que Stéphane nous en parlera, mais l'humidité est peut-être encore pire que la chaleur parce qu'en fait, le corps, il se refroidit en transpirant. Le problème, c'est que la transpiration s'évapore, et en fait, quand il fait aussi humide, on peut pas évaporer notre transpiration, et c'est comme ça qu'on peut faire des coups de chaud. Mais bon, ça, je laisse le médecin spécialisé en parler. Mais voilà, voilà. Pour répondre à ta question, je suis comme Benyat, je m'adapte beaucoup mieux à la chaleur qu'au froid. Alors, est-ce qu'on commencerait pas avec Pascal et qui nous donnerait un petit peu ce qui a motivé un peu ta présence, Pascal, parce qu'on a échangé pour le Grand Raid du Finistère, et puis tu m'avais appris que certains événements maintenant en 2023 ne sont plus assurés parce qu'il fait trop chaud, notamment des épreuves de ski de fond en dessous d'une certaine altitude. Il y a aussi tous les enjeux qui sont pour l'organisateur
en tant qu'organisateur, quels sont les risques qu'on prend si jamais il arrive un accident parce que quelqu'un fait un coup de chaud. Comment ça a évolué en fait tous ces sujets-là? Donc, on va libérer d'abord. Attends, je te coupe parce qu'on va libérer peut-être Blandine parce que elle était vraiment, elle était coupée par le temps et moi je la remercie grandement d'avoir accepté d'intervenir. Et comme elle doit partir, merci Blandine. Ouais, allez, vas-y Pascal. Allez, on est parti. Alors, sur les événements, en fait, nous, on s'est aperçu cet hiver, il y a eu pas mal d'événements, notamment en ski de fond, effectivement, qui ont été annulés par manque d'enneigement, tout simplement. On a été sollicité par des organisateurs pour faire appel à un risque qui est identifié et qui est en capacité d'être transféré vers des compagnies. C'est le risque d'annulation lié aux conditions climatiques, à la crise climatique. Et en fait, c'est des réponses qu'on n'a pas pu apporter aux organisateurs puisque le manque d'enneigement était un risque déjà avéré. Et c'est un peu comme si tu voulais assurer ta maison qui commence à brûler. Tu auras du mal à trouver une compagnie pour pouvoir l'assurer. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le sport outdoor. Et on l'a constaté donc cet hiver avec beaucoup d'événements en dessous de 1500 mètres d'altitude. On a eu des demandes, on n'a pas pu y répondre. Donc, j'incite peut-être les organisateurs d'événements estivaux à peut-être davantage anticiper parce que si on est dans un moment de canicule fort, on va se retrouver, nous, en tant que courtiers spécialisés dans le sport, à ne pas pouvoir répondre à ces besoins puisque les compagnies ne voudront plus porter ce risque. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un organisateur, c'est de sa responsabilité de bien positionner son événement et de prendre le risque de canicule. Donc aujourd'hui, je vais grossir le trait énormément, mais mettre un départ de course à Nice à midi en plein mois d'août, faut pas faire ça, quoi. C'est pas conseillé, même si sur la Côte d'Azur, c'est quand même une température assez tempérée, contrairement par exemple dans l'Aude ou dans les Pyrénées-Orientales. Mais en fait, ce qui va se produire, on est sur la crise climatique, on sait maintenant, elle est structurelle. Donc, les événements hiver et été vont avoir ces difficultés. La programmation de l'événement va devenir, dans certaines régions, de plus en plus importante. On va voir des événements, on parle tous les jours avec des organisateurs. Des organisateurs se posent la question sur la modification des dates. C'est pas en semaine, c'est en mois, de complètement revoir leur programmation. Ce qui a beaucoup de conséquences parce que ils sont en concurrence avec d'autres sports, avec d'autres événements de leur sport, et donc ça va créer à terme un casse-tête pour l'ensemble des épreuves outdoor. Donc on le voit aussi sur le triathlon, subit ce phénomène de réchauffement climatique. Il y a des triathlons l'année dernière qui se sont transformés en duathlon puisque l'épreuve de natation ne pouvait pas avoir lieu, puisque à un certain niveau de température de l'eau, il y a une bactérie qui est produite et qui rend l'eau impropre aux participants, aux individus. Donc la préfecture impose l'annulation pure et simple de l'épreuve de natation, ce qui crée des conflits avec les participants. Donc voilà, tout ça est compliqué à gérer. Donc la programmation, bien entendu, dans certaines régions. Et puis là, on peut parler sur l'annulation. Il y a un point qui est important, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. La responsabilité civile de l'organisateur, la RC, est obligatoire, mais libre à chaque organisateur de se prémunir contre le risque d'annulation, qu'il soit préfectoral ou qu'il soit lié à des conditions climatiques. Et là, c'est complètement optionnel. Ensuite, la difficulté, c'est de jauger son risque. Est-ce qu'on garde son risque ou est-ce qu'on le transfère vers une compagnie? Là, libre à chacun. Voilà un petit peu le contexte. Parce qu'actuellement, tu ne penses pas que de plus en plus les préfectures vont être refroidies, si je puis dire, vont quand même être de plus en plus prudentes et interdire de beaucoup, enfin, tu vois, sans prendre aucun risque du tout, en fait. On va arriver. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est le phénomène du toujours plus. Il y a toujours plus d'épisodes de canicule.
il y a toujours plus d'épisodes de pluie diluvienne. Aujourd'hui, on a des organisateurs qui craignent de se voir annuler leurs courses de VTT ou de gravel dans les forêts parce que l'ONF est en train dans certaines régions, va peut-être, c'est à l'échelle de 2-3 semaines, interdire les regroupements dans les forêts. Donc, une course, forcément, ça génère un regroupement. Et puis, pour ne pas risquer le risque d'incendie, l'ONF saisit la préfecture et interdit tout déplacement collectif dans une forêt. Voilà. Donc, en ce moment, on a certains organisateurs de courses de gravel, notamment, qui redoutent les semaines, la météo, si elle se durcit dans les semaines à venir. Donc, voilà, c'est dans tous les sports outdoor, on a ces problèmes, que ça soit en montagne, que ça soit en plaine, que ça soit en forêt. C'est vraiment tous les sports sont concernés. On travaille avec des centres de pratique en canoë-kayak. Eux redoutent le manque d'eau et la canicule. Donc, on n'aime pas trop prendre le soleil pendant 6 heures sur un canoë. L'eau baisse, ça sent la vase. Donc, c'est du bad buzz pour les centres de pratique et les gens viennent pas. Donc, voilà, toute la pratique outdoor, qu'elle soit sport de haut niveau, épreuve sportive ou le loisir à travers des centres de pratique, toute la chaîne est impactée par cette crise climatique. Et ce qui est bien pour les épreuves sportives, c'est qu'on peut se prémunir. On va assurer un budget. Et si l'épreuve n'a pas lieu à cause notamment des risques climatiques, eh bien, on va pouvoir, la compagnie va faire son job d'indemniser à hauteur du budget protégé par l'organisateur et va l'indemniser dans les jours et semaines qui suivent. Nous, on s'appuie sur les stations météo, par exemple, locales, pour juger si, effectivement, par exemple, un vent au-delà de 69 km/h, un vent a bien été dépassé à cette vitesse, et là, on est en capacité, effectivement, à dire le risque a été pris, et on est en capacité d'indemniser l'organisateur. D'accord. Mais puisque le terme, c'est les fortes chaleurs, en fait, courir par forte chaleur. Quand tu prends, par exemple, le marathon des sables, tu vois, où ces dernières années, c'est de plus en plus chaud, comme partout sur la planète, je voudrais dire. Mais ils maintiennent l'épreuve et on arrive à des températures, j'y étais pas, mais 50 degrés, 52, tu vois. Oui, et puis il y a eu beaucoup d'avant. Mais on n'est quand même pas dans cet extrême-là en France, tu vois. Alors, au niveau plus concret ou plus particulier, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'on va pas s'adapter aussi, tu vois, le sportif, coureur, va pas s'adapter finalement à ces fortes chaleurs au fur et à mesure du temps? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on va tout de suite à l'interdiction, ou est-ce que on voit que dans certains pays où il fait très chaud déjà, et là peut-être Stéphane, peut-être pourrait nous en dire plus au niveau peut-être technologique, quoi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, Rémi. Juste pour rebondir sur ce que disait Pascal, moi j'ai eu la chance d'être le premier président de l'UTPMA en 2012 et d'avoir fait la partie médicale pendant toutes les éditions sauf la dernière. Et effectivement, en fait, on se rend compte que sur 10 ans, la plupart des éditions, sauf une, ont été faites en période de forte chaleur, voire de canicule. Et finalement, nos événements trail qu'on avait placés il y a 10 ans en disant juin, c'est pas non plus juillet et c'est encore moins août, même le mois de juin devient problématique pour ces épreuves outdoor. Donc, c'est très compliqué. Après, est-ce que le corps humain est capable de s'adapter? Pas tant que ça. Il est capable de s'adapter un petit peu. Avec le temps, on peut mettre en place des mécanismes d'adaptation. On considère qu'il faut à peu près 10 jours pour qu'un organisme pas du tout habitué à être dans le chaud s'habitue au chaud. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit, en Finlande où il fait froid, si on le balance à La Réunion, au bout de 10 jours, son corps va être capable de moins être dans la souffrance. Le corps humain, il est bien fait pour ça, c'est qu'il est toujours capable de s'adapter. Enfin, toujours, jusqu'aux limites. Et on parlera certainement des moments où on dépasse les limites. Mais on va s'adapter un petit peu. Mais est-ce qu'on va être capable de vivre à 50 degrés tout le temps? Clairement, non. Ça, c'est impossible.
Voilà. Et faire des efforts à 50 degrés pendant 4 mois d'affilée, moi, ça me paraît pas, enfin, c'est pas envisageable. Voilà, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à vivre au repos sous la chaleur de la Réunion, mais il y a des zones où clairement on ne pourra pas vivre tout le temps et faire un effort encore moins. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a des limites. Il y a des limites physiologiques. Le corps humain, il est à 37 degrés. Tout est fait pour que toutes les cellules, tous les organes travaillent, fonctionnent à 37 degrés. On peut tolérer une montée 38, 39, 40, mais dès qu'on dépasse le 40, on est au-delà de ce qu'on peut faire. Et si on n'arrive pas à ramener rapidement sous les 40, on va avoir très rapidement des dégâts, parfois irrémédiables et voire mortels. Et alors, du coup, justement, c'est quoi toutes ces techniques que les coureurs et les pratiquants peuvent mettre en place? Parce que venir 10 jours avant une épreuve, c'est pas souvent possible. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour pendant l'épreuve, surtout si on parle d'une épreuve qui est peut-être longue ou intense? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le plus risqué? Est-ce que c'est le plus long, le plus intense? Alors, le plus risqué finalement, c'est de se retrouver dans une situation où le thermostat central ne va plus être capable de réguler et où il va perdre pied et où l'organisme va produire de la chaleur et la chaleur va être envahissante et on va passer au-delà des 40 degrés. Donc ça peut arriver sur un effort très intense et sur un organisme pas habitué. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas sportif, qui va se mettre à courir très très vite mais pas forcément longtemps, il va chauffer. Vu qu'il n'a pas du tout mis en place tous les mécanismes d'adaptation, eh ben, il peut dépasser rapidement le thermostat. Moi, je l'avais vu en Corse. Il y a un gars qui est mort, il courait quasiment jamais. Il a fait un coup de chaleur d'exercice, mais simplement au bout de 2 heures et quelques d'efforts en plein soleil. Et voilà. C'est ce que classiquement les militaires, c'est eux qui ont commencé à décrire le coup de chaleur d'exercice sur des militaires pas forcément entraînés à être dans le chaud, produisaient un gros effort assez intense, sans période de repos et surtout sans refroidissement. Donc ce qu'il faut faire, ta question, c'était la question qu'on avait eue quand on est parti en Thaïlande avec Blandine en novembre dernier, parce que là on cumulait les deux choses, comme elle l'a parfaitement dit, c'est la chaleur et l'humidité. Parce que pour lutter contre la chaleur, on va transpirer, la transpiration va faire évaporer la chaleur. Sauf que dans l'humidité, la transpiration finalement elle va mal s'évacuer et on va être comme dans une cocotte minute en permanence. Et ça c'est vraiment l'environnement, que ce soit la Thaïlande ou la Réunion, c'est un peu pareil, quoi. Ces grosses chaleurs humides sont vraiment les environnements les plus compliqués. Donc ce qu'on avait conseillé, c'était ceux qui pouvaient de s'entraîner. Il existe des chambres où on va monter, enfin je ne sais plus le terme anglais, mais des sortes de heat room, quoi. En gros, on crée de la chaleur. Moi, je leur avais dit, mettez-vous dans votre cave, mettez le radiateur un peu chaud, mettez une cocotte minute dessus, histoire de faire de l'humidité, et faites du home trainer là-dedans. Et finalement, vous vous replacez en situation, parce que le corps, il a une mémoire. Donc, une fois qu'il aura vécu ça, il va mettre en place une hypertranspiration, une augmentation rapide de la fréquence cardiaque, de la fréquence ventilatoire, et très vite, les mécanismes sont mis en place. Il ne s'oublie pas, en fait. Et c'est comme s'entraîner, c'est comme un entraînement, en fait. Et voilà, c'est modifier un petit peu sa physiologie pour être plus rapidement capable de transpirer, respirer vite et voilà, et réguler sa température. Sur la préparation, ça peut être fait. Ouais. Évidemment, boire, irriguer les artères, toutes ces petites choses aussi. Casquette. Est-ce que la casquette mouillée sur la tête, c'est vraiment recommandé? Ça, j'ai entendu du oui et du non. Ouais, alors ça, c'est des trucs qu'on a testés. Enfin, moi, j'ai testé aussi au Sultanat d'Oman avec les marcheurs. J'avais fait championnat du monde de marche l'année dernière aussi. Et en fait, mon objectif, c'était que le marcheur ne monte pas en température. Donc, la marche, c'est facile parce qu'ils font des boucles de 2 km. Donc, ils repassaient tout le temps devant nous. Mais à chaque fois, on avait un jeu de casquettes qu'on trempait dans une bassine de glaçons, en fait. On réalimentait en glaçons à chaque fois. Mais en tout cas, ils avaient une casquette froide, glacée. Et on leur donnait. Et je leur ai demandé après. Et finalement, j'ai mesuré aussi la température. Ils sont montés à 38-39 comme à n'importe quel effort. Sauf qu'ils faisaient ce jour-là à presque 40 degrés. C'était très humide le matin. Et ça s'est bien passé. Donc oui, pour moi, ça fonctionne. Le fait de se rafraîchir, le fait
d'utiliser la peau comme un espèce de gros radiateur en disant si je refroidis le radiateur, je vais refroidir le noyau. Ce qu'on appelle le noyau, c'est là où il y a tous les organes vitaux. Ça fonctionne bien, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Moi, quand j'avais fait la diagonale des fous, je me suis renversé une bassine d'eau glacée à la Grande Chaloupe parce que je sentais que j'étais en train de virer sur trop de température et ça fonctionne. Ouais. Ouais, c'est une anecdote, c'est à la Badwater, parce que c'est quand même l'épreuve par excellence la plus chaude, on va dire, qui existe. Parce que c'est vraiment l'extrême de la chaleur. Et t'as des. Enfin, j'étais allé pour un reportage et tu as un suivi des voitures qui suivent. Tu sais, chaque concurrent a son assistance. Et l'assistante, en fait, suit, alors pas à côté pas à côté du coureur, c'est interdit, mais elle fait tout de suite 2 km, elle s'arrête et l'assistant va trouver son coureur pour tout de suite lui donner un peu de glace ou de l'eau et il se rafraîchit comme ça et tout du long comme ça si tu veux tenir, quoi. Tu peux pas. C'est ça. Ouais, il faut le faire tout le long. Moi, tu vois, à Oman aussi, j'avais vu l'équipe de Chine. Donc, les Chinois, eux, ils avaient inventé carrément un tour de cou, juste à la taille des gros glaçons là qu'on achète en station-service. Et il y avait un mec qui, toute la matinée, il a rempli les tours de cou, il leur filait les tours de cou, clac, pour se refroidir là au niveau de la nuque. Et voilà, c'est ça. Aux Jeux Olympiques à Tokyo, ils avaient aussi des gilets refroidissants pour au cours de l'échauffement. Alors c'est un peu compliqué quand même parce que avant une compétition, on va s'échauffer pour faire monter en température l'organisme, mais pas trop parce que c'est un environnement chaud. Mais toujours est-il, ils avaient testé ces gilets refroidissants et ça fonctionnait bien. Alors, là, il y a 2 ans, sur la diagonale, j'ai vu Dylan Bowman, qui était de mémoire en 4e position. Et c'était à Roche-Plate, donc il avait fait quand même pas mal de bornes. Et il a tapé une hyperthermie. Et puis, les gens sur place l'ont refroidi complètement comme ça avec une bassine. Et là, pour le coup, il a tapé une hypothermie. Donc, attention aussi à ce risque-là. En fait, c'est le risque. Quand Annelise a fait son GR20, elle était clairement toute la journée dans la très grande chaleur. Elle n'était pas en hyperthermie, parce que là aussi, je l'avais mesuré et donc ça allait. Mais effectivement, dès que la nuit est arrivée, elle est partie complètement en hypothermie sur le ravito de Vizavone et c'était très compliqué. Elle avait froid, quoi, alors qu'elle avait crevé de chaud mais pas longtemps avant, 3 heures avant, quoi. Et voilà, donc tout ça, ça procède de la même chose. C'est un thermostat qui va essayer de réguler au mieux pour que ça reste à 37. Mais dès qu'on arrive dans les extrêmes, après les cascades, parce qu'en fait l'hyperthermie, ça engendre une cascade inflammatoire. Et cette inflammation, elle est toxique pour le corps, en gros. Moi, j'ai mon copain Laurent Gergelet qui dit toujours un ultra-trailer, c'est comme un malade qui fait un choc septique en réanimation. Il dit que les paramètres biologiques sont exactement les mêmes. Voilà. Donc, il faut bien imaginer que le corps, il est dans cet état-là. Et donc, si la température continue de monter, ça peut être catastrophique. Est-ce que sur une épreuve, pour ne pas annuler, est-ce qu'on ne pourrait pas obliger, alors c'est dur à mettre en place, mais des ravitaux au moins en eau ou en glace tous les 3 ou 4 km. Alors sur un ultra, c'est vrai que ça va en faire, mais tu vois, avec possibilité de se rafraîchir tout le temps. Et, donc l'accès à l'eau, tu as complètement raison Rémi, pour moi c'est fondamental et c'est un peu ce que moi j'ai toujours dit aux préfectures quand j'étais aux réunions, c'est que les gens boivent, c'est parfait, mais c'est aussi avoir assez d'eau pour qu'ils puissent rafraîchir et s'asperger en fait, pour justement évacuer la chaleur par la peau. Et donc oui, je pense que les organisateurs doivent absolument multiplier les points d'eau sur les parcours. Et c'est parfois compliqué à l'UTPMA, pourtant ça reste le Cantal, il y a des chemins un peu partout, mais pour ramener des points d'eau, on a eu plusieurs fois des difficultés. Mais il faut le faire, il faut absolument le faire parce que sinon il peut y avoir des drames, d'authentiques drames et vraiment un authentique coup de chaleur. Une fois que la cascade est partie, en fait, ça fait, y a le cœur qui part en torche, le foie, les reins, le cerveau, et c'est des gens qui malheureusement souvent finissent par mourir. Mais alors, tu vois, la limite pour un organisateur, là, je vais prendre ma casquette organisateur avec le Grand Raid du Finistère, j'essaye de faire un événement un peu authentique, retour aux sources, pas trop de participants, pas trop d'assistance. Il n'y a que 4 ravitaillements sur les 166 km avec un point d'eau entre chaque. Donc, ça fait un point d'eau tous les 18 km entre deux, des fois.
Finalement, est-ce que si on met des bénévoles tous les 5 km à asperger les coureurs, est-ce qu'on perd pas un peu ce côté aussi retour aux sources et puis l'essence aussi de notre sport? Et ça, on touche à l'éthique du sport et mais on touche aussi au fait, moi je dis toujours, c'est peut-être la chose la plus importante des choses secondaires que je fais dans une journée. Mais ça reste un loisir pour l'immense majorité, en dehors des gens comme Beignat ou Blandine et toutes les élites. Mais la plupart des gens qui prennent un dossard, c'est quand même un loisir. Donc se mettre... Et moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que ça devient dangereux, finalement, de pratiquer ces sports, hein, que ce soit le trail, le vélo, ce que tu veux, en été. C'est quand même dangereux. Quand l'été dernier, je voyais tout le monde, et tu vois les Strava, les mecs, ils s'entraînent, il fait des 40 degrés. Médicalement, c'est quand même moyen. Et donc, finalement, organiser dans ces conditions-là, je comprends ce que tu dis. Moi aussi, j'aime organiser. Mais est-ce que tous, collectivement, on ne devrait pas se dire c'est pas raisonnable, quoi. Voilà. Mon point de vue médical, c'est celui-là. Je pense qu'on commence à toucher les limites du raisonnable, en fait. Et, Est-ce que Beinat, t'as pas un souvenir d'une course hyper chaude? T'aurais vraiment, t'étais à la limite de surchauffer. Oui, alors j'en ai 3. J'ai 3 courses. Donc j'ai une course dans mon village où il avait fait, c'est il y a quelques années, c'était dans les années 2015. Il avait fait 40 degrés. C'est sur des collines entourées de fougères. Donc là, c'est l'hécatombe. Il y avait eu beaucoup de gens qui avaient dû être pris en charge par la Croix-Rouge et tout ça. Donc, pas un arbre, pas un point d'eau, rien du tout, malgré qu'elle était courte. Hein. C'était format course en montagne, hein, en gros à 12 km et demi. Mais quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Et donc là, c'est abominable. Mon pire souvenir, ça a été à la Transvulcania, parce que en fait on était parti le matin de bonne heure, il faisait encore nuit à la frontale, mais un vent relativement frais et fort qui te déshydrate énormément, mais qui te donne pas envie de boire, parce que tu as un sentiment d'avoir froid, mais l'intensité de la course a été très élevée dès le départ, parce qu'il y avait un énorme plateau, et en fait tu cours vite, tu bois pas beaucoup parce que ce vent-là, il est un peu froid, tu vois, et il te donne pas envie de boire. Sauf qu'au bout de 55 km, j'ai fait une énorme déshydratation. J'ai fini donc dans une tente alors là-bas, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge chez nous, où on m'avait administré, je me rappelle, 3 poches et demie. C'était des poches de, alors je sais plus je crois que c'était des poches de 1 litre ou 1 litre et demi. Je sais plus, il faut demander à Stéphane. Ouais, ça doit être 1 litre, Beignat. Ouais, alors voilà, 3 poches et demie de 1 litre. Et je n'étais toujours pas encore. Il me prenait mon taux de. Je sais pas comment on dit ça. Il y avait comme une pince qui prend ton. Je crois que c'était une pince qui voit où tu en es dans ta déshydratation pour voir si ça remontait ou pas. Alors ça remontait, oui, mais pas assez. Et au bout de la 3e et demi, je dis bien, c'est-à-dire la 4e n'était pas entièrement passée, j'avais tellement mal, parce que c'est une aiguille, c'est comme si on te fait une perfusion, hein, c'est la même chose. Hein. J'avais tellement mal, tout qui était gonflé, j'avais comme un œdème dans le bras. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Hein. Je l'ai arraché et je me suis échappé. Et quand ils ont vu que je sortais de la tente, ils ont commencé ils ont gueulé que j'avais pas le droit de partir. Alors c'était en espagnol qui gueulait, mais que j'avais pas le droit de partir, que j'allais être sanctionné par l'organisation. Enfin, j'avais pas le droit de faire ça, mais j'avais tellement mal que j'étais parti. Donc ça, c'est mon pire souvenir de la chaleur sur une course. Et ensuite, là où j'ai eu énormément chaud, Rémi, pour te répondre aussi, comme je pense les autres athlètes, ça a été en 2021 sur la Diagonale des Fous. Ouais. Dans ma fat, il faisait, je sais pas, 40, 42 degrés. Mais des fois, tu vois, tu as la température qui va, mettons, être à 35, je te donne un exemple, mais il y a le ressenti après, quand il n'y a pas d'air et tout ça. Et en fait, là, ça a été très, très, très dur et compliqué. Et je pense que beaucoup de monde avait souffert en 2021 dans le cirque de Mafat en plein jour. Ça a été abominable. Ça, c'est les 3 courses qui m'ont vraiment marqué sur les températures et la chaleur. Ouais. C'est cette édition-là que Dylan a fait son hyperthermie. Ouais,
Exactement, ouais. Ouais, mais ça va être comme ça de plus en plus. Mais fort heureusement, tu vois, alors pas du TPMA là, mais celui d'avant, on avait eu quasiment 50% d'abandon parce que, moi je dis, il y a quand même eu du bon sens. Beaucoup de gens, beaucoup de coureurs, hein, ont eux-mêmes arrêté parce qu'ils pouvaient plus. Toi, Beignat, tu as réussi à passer la diagonale, bon, super. Mais moi, ça me rassure aussi parce que je me dis, finalement, les messages de prévention, ils doivent passer à minima. Et voilà, c'est aussi le message de dire quand il fait trop chaud et que tu sens que tu es dans la souffrance, dans le dur, au-delà de ce que le corps peut accepter et ce qu'il peut mettre en place pour s'adapter, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter parce que ça va mal finir après, quoi. Et c'est quoi justement les signes qui doivent alerter? Eh ben, les signes, alors il y a un des signes, c'est quand déjà tu transpires plus, parce que là c'est aussi que tu as dépassé les trucs. Et les signes, c'est les maux de tête qui passent pas. C'est les nausées, les vomissements, et puis c'est souvent, tu as quand même des gens autour de toi, c'est les signes neurologiques, c'est les gens qui commencent à raconter n'importe quoi, qui sont vraiment confus. Alors, moi, je suis médecin, c'est facile, mais tu vois, pas juste le gars qui est fatigué, qui est un peu en hypo, quoi. Non, le mec qui déconne plein tube, qui va partir du chemin, qui va. Voilà, c'est vraiment. Comment? Je veux une bière, le gars qui parle. Ouais, voilà. Et puis après, c'est les malaises, c'est voilà. Et puis tu le touches, il est bouillant en fait. C'est des patients, quand tu as pris en charge un vrai coup de chaleur, voilà, ils sont à 41, 42 de température. Et justement, j'ai une question pour toi, Stéphane. Alors du coup, quand tu as un gros coup de chaleur comme ça, sous perf et tout, vraiment le truc extrême, est-ce que le corps va s'en souvenir après toute la vie, ou est-ce que tu récupères après et c'est fini? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que malheureusement, ça laisse des. Alors, le corps va se régénérer. Encore une fois, c'est mon copain réanimateur là qui dit ça. Il dit ce qui est incroyable, c'est que tu refais une biologie un mois après, la biologie est de nouveau normale. Il n'y a pas d'études à ma connaissance en tout cas, sur le fait d'avoir fait un truc très très grave et est-ce que derrière tu vas être plus fort, moins fort, est-ce que tu vas recommencer? Ça, je peux pas te dire. Mais en général, les gens qui ont fini en réa et qui sont pas morts, ils font quand même gaffe. Voilà. Parce que j'en parlais avec Eric Lacroix, tu sais, qui disait que à force de courir sous forte chaleur, ça peut provoquer finalement des choses plus graves plus tard, tu vois, dans ta vie. Tu n'arrives plus à peut-être à. Plus tu vieillis, moins tu arrives à courir sous la chaleur, du coup. Hein, ouais, parce que je te dis, l'adaptation, c'était ton coup là, de dire sur le marathon des sables, 50 degrés. C'est-à-dire que tous ces trucs d'adaptation au stress, ça va marcher un certain temps, mais c'est comme si tu grignotes ton capital et au bout d'un moment, tu n'as plus de capital d'adaptation parce que tes cellules ont vieilli, parce que. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. D'accord. Mais après, tu ne penses pas que ça peut provoquer un truc genre AVC plus tard parce que tu sais pas d'où ça vient, mais finalement, tu vois je m'aventurerai pas là-dessus, j'ai pas la base scientifique pour te dire. Je peut-être, mais je sais pas. En tout cas, je crois qu'on a fait un beau tour de nos sujets. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être pour clôturer notre échange, Pascal? Je te laisse la parole en premier, si tu veux ajouter quelque chose pour clôturer. Côté orga, il faut accepter depuis l'année dernière que le monde change. Pour nous, dans notre business, on n'avait pas beaucoup de demandes de vie sur l'annulation liée à la crise climatique. Là, certains, on est interrogé régulièrement, mais vraiment l'année 2022, ça a été une année pivot. Et les organisateurs d'événements aujourd'hui doivent intégrer la crise climatique comme étant un facteur risque important à la fois pour leur structure, parce qu'il y a beaucoup d'associations, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, et puis à la fois pour leur événement et bien sûr pour les participants. Donc, protéger la structure, protéger les participants, transférer un maximum de risques qui sont liés à ce changement qui a pour cause la crise climatique qui ne fait que débuter à l'échelle où on est en train de la connaître. Beignat? Beignat, il trouve que tout le sujet de ce soir, c'était passionnant. Et ce que j'en tire en conclusion, je pense qu'en vous écoutant à tous, il faut que tous on se responsabilise aussi. À un moment donné, il faut
il faut pas que ça soit que la faute des organisateurs, il faut pas que ça soit que la faute du corps médical. Ah oui, mais le médecin m'avait signé le certificat médical comme quoi je suis apte à. Non, on est tous responsables. Je pense qu'il faut tous qu'on aille main dans la main, dans la même direction. Et comme dit Pascal, il faut pas négliger ce changement climatique. On le sait, là on parle de sport aujourd'hui, mais ça touche pas que le sport, c'est plein d'autres domaines aussi. Et à nous, de l'être humain, je pense qu'on a la chance d'avoir un cerveau et qui a été quand même bien fait par la nature. À nous de pas exagérer, de pas vouloir toujours en vouloir plus ou se dire oh mais c'est pas grave, tant pis ou arrive. Non, il faut savoir se mettre des limites et rester raisonnable. Et je pense que des fois, c'est ce qui manque à l'être humain, parce que peut-être qu'on est dans un monde aujourd'hui où on veut plus, mais à un moment donné, il faut savoir se mettre, c'est pas que des barrières, mais il faut tous qu'on avance dans la même direction, et je pense que c'est l'avenir pour plein de sujets, de domaines, et on a tous à y gagner parce qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance, moi je dis on a beaucoup de chance, voilà. On vit dans un pays merveilleux, dans une planète qui est merveilleuse. À nous de préserver tout ça, d'essayer de protéger tout ça parce que c'est pas un acquis, c'est pas un dû, c'est une chance, voilà. Et il faut le respecter. Merci Beñat. Stéphane? Merci à vous tous. Merci Beñat pour ce propos. C'était je suis tout à fait d'accord. Il faut du bon sens. Malheureusement, l'être humain est en train de perdre son bon sens. Pour pas se mettre en danger, il faut de la prévention, c'est-à-dire beaucoup d'entraînement, d'adaptation, et accepter ce changement climatique et arrêter de se mettre délibérément en danger. Il y a des jours, il faut pas s'entraîner, il y a des courses, il faut pas les organiser parce que ça a pas de sens en fait. Voilà, donc faut peut-être revenir à des choses plus basiques, et quand il fait trop chaud, on se met pas en danger. C'est la chose peut-être la plus importante des choses secondaires. Voilà, ce sera ma conclusion. C'est vrai que je disais dans les commentaires que les gens se posent des questions et se disent, il y a des témoignages de disant que des organisateurs décalent les départs de plus en plus tôt. En tout cas, il y a des choses comme ça qui évoluent. Rémi, est-ce que tu veux ajouter un mot? Non, mais je voulais, parce que la fin, je voulais remercier tous les participants, et notamment Blandine qui a pris sur son temps pour venir, et Beñat qui est quand même aux États-Unis, donc c'est super sympa d'avoir accepté et de t'être connecté. Puis je vois par les réseaux du coup que tu t'éclates pas mal. Je ne l'ai pas fait en anglais, je l'ai pas fait en américain, je l'ai fait en français. Ouais, t'es bilingue maintenant, tu parles anglais. J'ai vu que tu avais croisé un ours, du coup, donc profite. Et ça fait une semaine que je suis à Silverton, j'en suis à 5 ours déjà, 5 grizzlies. Et je peux te dire qu'il n'y a pas ça à Tardets au Pays Basque. Waouh, ça fait bizarre. Donc tu vas habiter là-bas, quoi. Tu laisses tomber le Pays Basque, quoi. C'est ça. Non, je vais rentrer. C'est merveilleux. Notre France, elle est magique. Ici aussi, on est bien, mais là-bas, la France, c'est merveilleux. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à Blandine, merci Beñat, merci Pascal, merci Stéphane, merci Rémi, merci vraiment à tous. Merci aussi à tous ceux qui ont été présents. Il y avait une 50aine de personnes tout le temps sur le live. Si vous avez raté le début, il y a un replay qui va être disponible sur l'Instant Outdoor, mon podcast, et aussi sur la chaîne YouTube La Planète Trail. Vous pourrez revoir toute l'émission et la partager. N'hésitez pas à le faire. Plus elle est diffusée et connue, et plus on en fera. Merci beaucoup à tous encore une fois. C'était un très très bon moment. Et puis on se retrouve. On ne sait pas trop quand, Rémi, pour la prochaine. Ouais, comme c'est un peu les vacances. Allez, merci beaucoup à tous. Très belle soirée et à bientôt. Bye. Merci à vous. Ciao. Au revoir.